Bernadette déclare qu'il y a du Chirac dans NKM. D'ailleurs, l'ancien président la surnommait l'emmerdeuse. Polytechnicienne, décalée au franc-parler, la députée de l'Essonne se lance dans la primaire Les Républicains. Et elle est ici pour nous en parler. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Prenez le temps de vous installer. Alors, avant de commencer notre entretien, j'ai quelques toutes petites questions à vous poser, si vous le voulez bien. C'est le QCM. Alors, obliger les candidats à la primaire à faire la chasse au parrainage, c'est normal, inéquitable ou absurde? C'est surtout compliqué pour vous. On va y revenir. Ce qui est normal, c'est qu'il y ait des conditions. Pour éviter les candidatures farfelues. Ce qui est inéquitable, c'est qu'on les change au cours de route. Expliquez-nous comment ça s'est passé hier soir. Oh, il a été décidé de modifier en cours de route les règles du jeu. Et d'abord, ce n'est pas un très bon présage, parce que quand on change les règles à son avantage, c'est qu'il y a un problème. À l'avantage de qui? À l'avantage d'un espèce de trustee, de candidat qui voudrait rester dans un entre-soi. C'est pas non plus un bon signal à l'attention des électeurs, parce qu'évidemment, ça rend méfiant. Normalement, c'est la primaire de l'alternance. On essaye d'attirer tous les électeurs, les Français, qui veulent l'alternance. C'est pas juste l'entre-soi d'un parti politique. Et voir le parti politique qui change les règles du jeu en cours de route, ça crée de la méfiance. Du discrédit. Bref, je trouve que c'est pas un bon signal. Pardonnez-moi, il faut expliquer aux gens que c'était pour interdire les parrainages d'élus de gauche. Il me paraît normal, à moins de supprimer la primaire. Moi, vous savez, je suis contre la primaire. C'est contre la Ve République, la primaire. Puisque, effectivement, on met l'élection présidentielle dans le parti. Donc ça, on sera d'accord. Mais à partir du moment où vous acceptez le principe de la primaire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des parrainages d'élus des Verts ou des socialistes qui vont vous permettre d'être candidate. Ça, c'est inadmissible pour les électeurs. Sauf que, si vous voulez, ça avait été débattu il y a un an. Parce qu'en fait, d'accord. Les règles de la primaire, elles ont été fixées. Ils sont un peu lents chez aux Elles ont été Républicains, fixées il y a un an. Et il y a un an, on a débattu des règles d'accès à la primaire. On a dit, voilà, il faudrait 2500 adhérents, les Républicains, qui marquent la proximité avec la droite et le centre. Et puis 250 grands élus, du profil de grands élus, en fait, qui peuvent parrainer pour l'élection présidentielle. Et ceux-là, on ne leur demande pas d'appartenance partisane, parce que c'est le pilier des 2500 adhérents les Républicains qui marquent l'appartenance partisane. Les autres, c'est pour marquer la surface politique. On en a débattu. À l'époque, moi je le sais, parce que j'étais numéro 2 du parti, j'ai participé à ces réunions. On en a débattu et on a choisi ça et on l'a validé. Et un an après, pour écarter en fait une sensibilité politique, pour faire le tri, on change les règles du jeu. Moi, je dis seulement que changer les règles du jeu en cours de route, c'est pas envoyer un signal de confiance. Mais est-ce que vous comprenez, par exemple, Frédéric Pechnard qui dit c'est une idée un peu baroque d'aller chercher des voix à gauche? Est-ce que vous comprenez Brice Hortefeux aussi, qui a moqué ce... Il fallait pas l'accepter, alors. Vous pouvez dire, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur le fond. Moi, je dis, si vous commencez à changer cette règle-là, laquelle vous changerez demain? Et d'ailleurs, hier, au bureau politique des Républicains, c'était frappant, il y a eu président du comité d'organisation de la primaire, président du parti, qui sont intervenus l'un et l'autre en disant « bah oui, peut-être qu'on changera encore la charte pour la primaire ». Ah bon, mais alors on s'arrête quand? Si vous voulez, on essaye, j'insiste. Pour moi, ce qui est important dans la primaire, j'entends, M. Zemmour, que vous n'aimez pas le principe de la primaire. Voilà, non, je comprends très bien, on peut en débattre. Mais à partir du moment où on fait une moi primaire, aussi. le principe, c'est de mobiliser le plus en amont possible les électeurs, mobiliser les Français. Vous vous souvenez, au moment de la primaire socialiste, on avait regardé avec attention combien il y en avait qui étaient... Ils avaient annoncé 1 million, il y avait eu 2,7 millions, 2,9 millions. Ça avait donné de la force aux candidats, ça avait donné du souffle. Donc, il faut faire venir les Français. Et là, en fait... mais les Français de droite, on a l'air... Pas on a l'air de réduire. Mais tous ceux qui veulent l'alternance. Dominique Bussereau, par exemple, est intervenu hier de manière très juste en disant, écoutez, ceux qui sont des déçus du hollandisme, ce serait bien qu'ils viennent. Si on essaye d'attirer seulement, en 2017, les Français qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012, vous savez quoi, ça ne fait pas une majorité, et c'est pour ça qu'on a perdu en 2012. Donc ce serait bien d'en avoir d'autres. Mais enfin, le message qui vous est envoyé, c'est que vous ne faites plus partie de la famille, quoi, quand même, en fait. Il faudrait peut-être en tirer les conséquences, parce que là, c'est presque dirigé contre vous exclusivement. Moi, j'écoute. Moi, à votre place, c'est comme ça que vous l'avez senti, en tout cas. Évidemment. Vous savez quoi? J'écoute les messages des Français. Moi, je porte dans la primaire une sensibilité politique qui ne reçoit pas en général le soutien d'Éric Zemmour, mais qui en reçoit d'autres, et qui est pour le moment... Alors, ils sont tous sur le même créneau dans la primaire. On a
des candidats qui défendent tous le même point de vue. Moi, j'en défends un autre. Par exemple, sur des questions comme le nini. Tous les candidats à la primaire ont été pour le nini, pour renvoyer dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Moi, j'ai défendu l'idée qu'on ne renvoyait pas dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Au moment des élections régionales, les Français, dans leur vote, ils ont donné plutôt raison à ma position. Oui. Sinon, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en région PACA, dans le Grand Est, il y aura eu des présidences nationales. Donc cette sensibilité-là, elle existe. En tout cas, l'électorat de gauche vous a donné massivement raison, quitte à voter pour des gens de droite. Vous avez raison. Une partie de l'électorat de droite. Non, vous avez raison. Regardez ce qui s'est passé dans la région là-dessus, vous avez raison. Et donc cette sensibilité-là, ça veut pas dire que vous aviez raison sur le principe, mais vous avez raison dans les faits. Dans les faits, moi, j'entends très bien qu'on puisse ne pas être d'accord. Mais je ne demande pas forcément qu'on soit d'accord avec moi. Je demande qu'on reconnaisse que ces sensibilités qui existent, y compris dans le pays, et je trouve qu'elle doit pouvoir être représentée à la primaire. Sinon, s'ils sont tous à défendre la même chose, ça ne va pas être très intéressant. Et concrètement, vous en êtes où ? Vous les avez, les 20 parlementaires, les 250 élus Ça avance bien, et le paradoxe d'ailleurs, c'est que le type d'opération d'hier soir, en fait, aide beaucoup. Mais non, c'est pas ça, c'est que ça aide beaucoup. Parce que vous avez toute une série de parlementaires pour dire on n'est pas forcément d'accord avec toi sur tout, mais on trouve qu'en effet, cette voix doit pouvoir être entendue. Et d'ailleurs, le jour venu, et ce n'est pas aujourd'hui, c'est pour septembre, le dépôt des parrainages. Le jour venu, moi, c'est aussi la question que je poserai aux parlementaires. Est-ce que vous êtes prêts à faire un acte démocratique qui est de donner un parrainage pour que cette voix puisse être entendue, d'accord ou pas d'accord avec tout. Je comprends très bien, j'accepte très bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi, surtout, je suis pour la liberté de conscience. Okay. Deuxième petite question, la mise en examen d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça disqualifie, c'est très compliqué ou ce n'est absolument pas gênant? Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est les électeurs qui doivent décider dans tous les cas. Autrement dit, une mesure judiciaire ne doit pas détourner un candidat de pouvoir se présenter au suffrage des électeurs, pas plus qu'une mesure administrative ne doit détourner une candidate de pouvoir être candidate à la primaire. On ne peut pas faire un équivalent. Il n'y a absolument pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Mais vous avez raison. Vous avez compris. J'ai compris que vous plaidiez pour votre propre. Ça fait 2 fois que je lui donne raison. Vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que le principe de l'élection, c'est que les électeurs tranchent. Moi, je suis d'accord. Et le principe de l'élection, c'est que les électeurs tranchent. Mais les électeurs, ils sont grands. Ce n'est pas les juges qui choisissent les candidats. Tant que c'est transparent, tant qu'on sait, ils choisissent. Je ne demande pas que ce soit les juges qui fassent les élections. Je demande juste qu'à partir d'une certaine gravité d'accusation, des accusations qui ne sont pas contestées sur le fond, mais juste sur la forme, on essaie d'échapper au procès par des vices de procédure. Il me semble qu'il y a une obligation morale à partir d'un certain degré. Il ne s'agit pas que les juges, c'est simplement la responsabilité morale de l'apprenti candidat. Mais attendez, Monsieur Molot, là, vous renvoyez à la responsabilité morale de chacun. Absolument. Ça, c'est le choix personnel du candidat. Moi, ce que je dis simplement, c'est que pour ce qui est des règles collectives... Mais c'est aussi la question, hein. Bah non. Moi, vous me demandez mon avis pour ce qui est... Ça n'est absolument pas gênant. Moi, je trouve que d'un point de vue moral, c'est gênant. Évidemment que c'est gênant, parce que ça va gêner les électeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel du candidat, et c'est les électeurs après qui tranchent. Et moi, je ne trouve pas qu'une mesure judiciaire devrait s'interposer plus qu'une mesure administrative. Simplement, j'aimerais qu'on n'oppose pas des mesures administratives. Ok. Troisième question. Dans le cas d'un... Deux fois raison, ça on arrête là. Vous êtes sur la mauvaise voie. On arrête là, c'est vous qui êtes sur une mauvaise pente. On va poursuivre. Troisième question. Dans le cas d'un duel au second tour entre François Hollande et Marine Le Pen en 2017, vous voterez Hollande, vous voterez Le Pen ou vous vous abstiendrez? Hollande. Mais je l'ai dit très clairement. Et je vais un peu plus loin. Moi, je ne l'ai pas seulement dit, je l'ai écrit. C'est-à-dire que j'avais trouvé, lors des élections cantonales, à l'époque ça s'appelait les cantonales de 2010, que le débat n'avait pas été vraiment purgé. J'ai écrit un livre qui s'appelait Le Front antinational pour dire pourquoi je m'opposais à cette idée du ni-ni. Pourquoi je ne voulais pas qu'on renvoie à dos Front National et le Parti Socialiste. À l'époque, d'ailleurs, j'étais ministre numéro 3 du gouvernement. La position n'a pas fait un tel scandale. Et puis d'un coup, en décembre dernier, elle n'a plus pu être entendue à la direction du parti. Et moi, je me suis demandé si ce n'était pas parce que, précisément, en décembre dernier, les Français y avaient fait droit au moment des élections régionales. Parce qu'au moment des élections régionales, les Français, ils ont dit ça. Ils ont dit on n'applique pas le nini. Pour nous, on ne le met pas sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu socialiste pour les électeurs de droite. Ça veut dire juste que pas du Front National. Entre les deux, on fait une hiérarchie. Très bien. Et dernière question, être une femme
chez les Républicains. C'est une partie de plaisir, c'est un chemin de croix permanent où la question ne se pose pas. La première question est formidable. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, non mais, j'évite de me la poser. C'est vrai ? C'est-à-dire que Ça ne vous traverse pas l'esprit ? Non, mais bien sûr que ça traverse l'esprit. Vous êtes perpétuellement renvoyé à la question du genre. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous commencez à vous la poser, vous vous mettez à anticiper les discriminations. C'est-à-dire qu'après, le verre est dans la tête, si vous voulez. C'est-à-dire que vous vous mettez, à vous dire « Ah, mais ils vont penser ça, mais ils vont dire ça ». Et d'ailleurs, ce n'est pas que la politique, c'est pareil dans la vraie vie. Moi, régulièrement, dans les cercles féminins de débat sur le plafond de verre, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est l'idée que je pose. Vous ne laissez pas trop habiter non plus. Il faut se battre, mais il ne faut pas se laisser envahir par la question de la discrimination. Sinon, on se met à l'anticiper, en fait, et quelque part, ils ont gagné. Très bien. Alors, voici NKM. Monsieur Zemmour, est-ce que vous êtes d'accord sur ce coup-là ? On y reviendra plus tard dans une autre émission, parce que alors là, je sens. Toutes ces fadaises, tous les mots que vous avez employés pour moi sont des fadaises. Le genre, les la discrimination. c'est pour ça, la discrimination, ça n'existe pas. C'est dommage, ça démarrait tellement bien. On y revient dans 2 minutes. Allez, on pourrait comparer les salaires. Moi, je connais que la réalité. Je veux bien. Alors, vous pouvez nous dire votre salaire et dire le salaire de madame, et puis on va Ah, on voir. fait pas le même boulot. Et on n'a pas le même âge. Et pourtant, Et on n'a pas le même âge. vous voyez, c'est dur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bon, on en parlera une prochaine fois. On voit ce que vous essayez de faire, Mme Kosciusko-Morizet. On voit bien ce que vous essayez de faire, mais ça ne marchera pas. Ça, c'est pas sûr, parce que ça commence pas mal. Mais on s'en fout complètement. Voici. En général, des femmes en particulier. C'est ça. Mais voilà, mais il en faut pour les défendre. On fera un débat une prochaine fois. Voici, vous avez le droit à votre anti-portrait. Le voici tout de suite, préparé par Amandine Collongette. Nathalie Kosciusko-Morizet, un nom pas évident à prononcer, moitié polonais, moitié champenois. J'ai un nom compliqué. Bon. C'est pas du vice, je suis née avec. Et tout comme votre patronyme, vous ne passez jamais inaperçu. Talons hauts, allure bourgeoise, cheveux dans le vent. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ? Monsieur Tréhard, je ne vous fais pas de commentaires sur votre Pas de coiffure. commentaire là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. Et oui, bien plus intéressant que votre physique, votre front parler, une marque de fabrique, le style NKM, vous dites trop facilement ce que vous pensez. Elle emploie souvent un langage fleuri, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est ce qui la singularise aussi, c'est-à-dire qu'elle est sans filtre. Voilà, elle va dire si c'est comme ça sera comme ça sera pas autrement, elle va pas mettre les formes, on va dire. Et les premiers à en pâtir, ce sont vos petits collègues républicains. Et oui, vous n'êtes pas tendre avec eux, on s'en souvient. Il y a eu ce jour où vous n'avez pas hésité à dénoncer la lâcheté de Jean-Louis Borloo et Jean-François Copé. Je peux pas vous dire que ça m'a pas fait de peine. Et quand on est injurié, on a toujours un peu de peine. Enfin écoutez, c'est excusé, donc l'incident est clos. Dernière fronde en date, votre critique du nini de Nicolas Sarkozy au régional. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. NKM et Sarko. Compliqué à dire où en sont leurs relations. Ça a été en dents de scie pendant toutes ces années où ils ont travaillé ensemble. Depuis, le président vous a débarqué, il vous boude. Peu importe, vous semblez n'avoir besoin de personne et ne pas être touché par les sobriquets désagréables que l'on vous donne. Faux folle pour le maire, tête de mule pour Nicolas Sarkozy, dingue pour Jean-François Copé. Sympa. Et vous foncez tête baissée dans la course à la primaire. Mais NKM, n'êtes-vous pas au fond un peu seul? Il fallait en quelque sorte qu'elle se désolidarise, qu'elle s'éloigne de Nicolas Sarkozy. Pour avoir ce positionnement qu'elle a aujourd'hui, c'est vrai, particulier, un peu solitaire. On ne connaît pas aujourd'hui de députés, de parlementaires qui se disent NKMistes, comme il y a des sarkozystes, comme il y a des juppéistes, comme il y a des leméristes. Enfin, difficile quand on pense à vous d'oublier vos envolées lyriques qui vous jouent parfois des tours. Il y a eu les moments de grâce dans le métro parisien, puis cette cigarette fumée avec des SDF. Mais vous ne vous laissez pas abattre, vous ne manquez pas d'ambition. Je voudrais pas être agressive, mais j'aimerais rentrer dans le parking. Peut-être grâce à votre CV polytechnicienne, service militaire de la marine à Djibouti. Ingénieur des eaux et forêts, n'en jetez plus, la cour est pleine, mais voilà, vous avez perdu des batailles comme celle de la mairie de Paris. Alors NKM, présidente, vraiment? Est-ce que vous y croyez vraiment? Oui. et plus tous les jours, je vais vous dire, parce que d'abord, je pense que c'est le titre de mon livre, je pense qu'on a complètement changé de monde et que l'essentiel de la classe politique s'en est pas rendu compte. Et qu'il faut que la classe politique change. Et que maintenant, ça devient urgent. Maintenant, ça peut se passer en 2017. Et puis parce que je vois aussi la façon dont une
autres candidats donnent cette impression de tourner en rond, en restant dans l'ancien monde, en restant dans les anciennes idées, en restant entre eux. Je pense que ce n'est pas ça qu'il nous faut. Alors justement, vous parlez de votre livre, comme tous les candidats à la primaire, vous aussi. Vous en avez publié un, Nous avons changé de monde chez Albin Michel. Alors, la synthèse et une question, c'est tout de suite dans l'apostrophe de Nolot. Alors, Madame Kosciusko-Morizet, la première phrase de votre livre nous renseigne sur ce qui vous distingue de la plupart de vos concurrents à la primaire des Républicains. Je vous cite, « Quand j'ai participé à ma première élection en 2002 à 29 ans, alors on fait un rapide calcul mental, oui, vous êtes jeune, mais d'être jeune serait-il tout ce qui vous sépare de vos rivaux plus âgés, à l'exception récente de Geoffroy Didier ?» Alors on se prend à le craindre, hein, tant nombre de vos propos et de vos propositions recoupent celles des autres candidats en lice. Alors j'ai pris en vrac, hein, parce que c'est assez dense. Réforme du statut de la fonction publique, on a déjà lu ça ailleurs. Réforme de l'immigration familiale, nécessité d'un choc fiscal, tout le monde est pour. Ubérisation de la société, c'est également chez Juppé par exemple. Rappel de l'importance de définir une identité française, nécessité pour l'individu comme pour la collectivité de connaître ses racines, rétablissement de l'autorité, tous les candidats en lice sont pour, baisse des dépenses publiques, c'est également vrai pour ça, refondation de l'Europe, etc. Mais il faut aussi reconnaître que vous abordez des sujets peu explorés par les autres prétendants. La France a raté le tournant de l'automisation, écrivez-vous. Il s'agit à présent de ne pas faire la même erreur avec l'économie numérique et l'économie collaborative. Autre originalité, le féminisme, auquel vous êtes la seule à faire place, et d'après ce qu'on a vu, ce n'est pas très étonnant. Et l'université, au sujet de laquelle vous en appelez à une révolution sur la question de la sélection et de la gratuité des droits d'inscription. Bon courage, Madame Kosciusko-Morizet, c'est le genre de mesure qui met des millions de jeunes dans la rue. Et dans une moindre mesure, vous êtes une des seules à insister à ce point sur l'écologie. Et également, vous êtes une des rares à prôner, à être plutôt contre le nini. Alors, parmi les surprises du livre, un jugement assez mesuré, en tout cas plus mesuré que je ne m'y serais attendu sur Patrick Buisson, auquel vous reconnaissez au passage d'avoir une vision. Et également, parmi les surprises, l'apologie de l'assimilation comme modèle d'intégration. Et le livre se clôt par un éloge du pouvoir féminin comme subversion ultime, tout comme il s'ouvrait par la première raison de voter pour vous, vous êtes jeune, il se termine donc par la seconde raison de voter pour vous, vous êtes une femme. Alors moi, ça appelle deux questions pour moi, vous finissez par ça quand même. Oui, enfin, c'est pas du tout des raisons que je mets en avant. En revanche, il y a bien d'autres propositions dans le livre qui sont en revanche très différentes de celles des autres candidats. C'est ma lecture subversive et subjective. Il y a plein d'autres choses subversives. Je vais vous le dire, moi, je vais vous les pointer du doigt. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse, pour moi, qui donnerait envie à un électeur des Républicains de voter pour vous. C'est vrai que les deux principales raisons, c'est celle que vous avancez en premier, la jeunesse, et celle sur laquelle vous insistez pas mal en dernier, celle d'être femme. Donc, quelle est la troisième question ? La troisième, plutôt, raison de voter pour vous. Et la deuxième question, alors c'est pas propre à vous, mais j'ai l'impression, en lisant ces livres, que c'est moins un exposé de convictions personnelles, ça vaut aussi pour vos candidats, qu'une sorte de programme attrape-tout où il faut fâcher personne au sein des Républicains. Ni la veine centriste, ni la veine droitière, et j'y vois un effet très pervers des primaires. En fait. Voilà les deux questions. Je ne veux pas mettre en doute le fait que vous l'ayez lu, mais à vous entendre, franchement, j'y crois pas. Parce que mon livre... Je résume. Bah oui, mais complètement à côté. Très mauvaise note, élève Nolot. C'est un livre. C'est un livre sur l'idée que le monde a complètement changé. La société, l'économie, et que la politique, elle, n'a pas changé. C'est-à-dire la politique est restée engoncée dans ces vieux clivages, ces vieilles catégories de pensée et ces propositions qui sont toujours les mêmes. Mais regardez les miennes. Par exemple, je suis la seule à parler de comment on fonde un islam de France. Je suis la seule à parler de macroéconomie. Personne ne parle de macroéconomie. Écoutez, non, l'islam de France, la réforme... J'entends aucun débat. D'ailleurs, je vois que mes propositions font débat sur le sujet. Je trouve ça plutôt intéressant qu'on en parle. Ça fera avancer, je l'espère, les choses. Je suis la seule à parler de macroéconomie. La plupart des candidats considèrent comme acquis la politique qui est menée en Europe à ce sujet et on ne bouge pas sur la question. Je suis la seule à proposer l'idée que la droite comme la gauche ont failli en faisant des petites réformes. Je crois plutôt que c'est vous qui n'avez pas lu les livres de vos candidats. Je vais vous donner absolument. Je vais vous donner des exemples très concrets. Ils veulent tous la retraite à 65 ans. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut la faire parce qu'il y a des problèmes d'équilibre du régime. Mais de toute façon, ça ne suffira pas. Ce qu'il nous faut, c'est la retraite à points. La retraite à points, elle est à la fois plus juste, elle est à la fois plus transparente et elle permet plus d'agilité. Parce qu'en fait, à terme, avec la retraite à points, vous n'avez pas la même durée pour tout le monde. Vous avez du choix pour les personnes. Deuxième exemple. Moi, je pense qu'ils sont tous dans une société
à l'ancienne, une vision très verticale du pouvoir, dans laquelle on vous dit ce que vous allez faire, comment vous allez faire. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment avec le numérique, avec la façon dont la société se transforme, dont nos valeurs sont transformées, mais prenez l'économie numérique, ça ne veut rien dire. Il y a des valeurs qui vont avec. Je pense qu'on est dans une société dans laquelle on est en quête d'autonomie, on est en quête d'indépendance. Par exemple, ils s'obsèdent tous sur la question des paramètres et du reparamétrage des CDI, des CDD. Moi, je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est le développement du travail indépendant. Et en matière de travail, l'essentiel de mes propositions vont pas seulement à l'entreprise individuelle. Le développement du travail indépendant. Du monde du travail. C'est pas seulement ça. C'est que je dis que hier, vous aviez un CDI toute la vie avec la même entreprise. Puis progressivement, on est passé dans un système dans lequel vous enchaîniez les CDD avant un jour d'avoir un CDI. Demain, vous allez avoir même pas plusieurs patrons successifs, vous aurez plusieurs patrons en même temps. Vous aurez le salariat le matin, vous serez en train de créer une entreprise en même temps. Vous aurez plusieurs façons. Et notre enjeu, un des enjeux, ça doit être de faire que ce soit en sorte que ce ne soit pas la catastrophe, que ce ne soit pas l'effondrement de notre protection sociale. Écoutez, moi, je suis la seule à en parler, je n'entends aucun autre candidat en parler, et je pense que c'est des sujets qui sont dans la société et qui ne sont pas dans la vie politique. Et sur la deuxième question, vous ne pensez pas qu'il y a un aplatissement du débat parce qu'il faut faire des programmes un peu attrape-tout? C'est ça que je vois dans tous les livres que je lis. Bah, je ne suis pas sûre, parce que quand je propose sur la question, par exemple, vous parlez des universités, quand je propose sur la question des universités de faire tomber 2 tabous, qui sont des tabous, d'ailleurs, regardez la réaction de M. Zemmour, qui était intéressante, il y a tout ça de Vaquet, qui sont des tabous de la droite française. J'en ai parlé, de Vaquet, tout le monde s'en souvient, qui sont des tabous de la droite, notamment de la droite, parce que c'était cette époque-là. C'est pas des propositions qu'on trouve ailleurs, et moi je pense que c'est des propositions qui sont indispensables. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un système qui est hypocrite, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne fait pas de sélection à l'université, mais en fait on fait de la sélection par l'échec, parce qu'au bout de 3 ans, la moitié de ceux qui étaient inscrits au début ne sont plus là. On fait de la sélection par l'argent, parce que quand l'université tombe en qualité, et ben c'est ceux qui ont les moyens d'aller faire des études à l'étranger ou d'aller faire un petit complément de diplôme pour faire reluire un peu le CV qui s'en sortiront. Donc, il y a une hypocrisie à dire qui est vraiment de gauche, à dire qu'on ne fait pas de sélection, et en fait, derrière, il y a un dispositif qui est profondément antisocial. C'est un vrai débat. Il y a une hypocrisie quand même. Et d'ailleurs, le système américain qui est basé sur l'inverse est en train d'être sérieusement contesté. Mais je ne propose pas un système américain. Je propose un système dans lequel, par exemple, sur les droits d'inscription, vous avez une modulation en fonction des revenus, avec un minimum de boursiers obligatoire. C'est-à-dire qu'on dit à une université, on lui laisse de l'autonomie, la vraie autonomie. Tenez, on a fait l'autonomie des universités, mais on n'est pas allé au bout. On lui dit, bon, vous aurez besoin d'avoir 25, 40%, il faut en discuter, de boursiers. Il faut que ce soit des vrais boursiers. Il faut arrêter que ce soit un petit complément qui, en fait, vous oblige à bosser à côté. Parce qu'on a des bourses aujourd'hui qui sont pas des vrais. Je veux dire, ça peut pas vraiment accompagner des études. Il y a un mensonge derrière. Et en revanche, vous avez une possibilité de moduler les droits d'inscription parce que aujourd'hui, le droit d'inscription fixé de manière uniforme au niveau national, ça ne permet pas aux universités de vivre, ça ne permet pas aux universités de maintenir le niveau. Et je rebondis sur la réaction de M. Zemmour, que je comprends bien, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Vaquet, ça avait été... Mais je pense que le monde a changé là aussi. Et que les Français... Ils ont compris que c'était... Regardez, au début de l'année universitaire, là, il y a eu un hashtag. C'était « Ma salle de cours est pleine » ou « Mon amphi est plein ». C'était tellement bondé dans les universités, vous vous souvenez, que les élèves eux-mêmes se sont mis à protester et à dire que ce n'est pas des conditions de travail possibles. Ça a toujours été le cas. Ah non, mais ça, c'est une contestation qui monte dans l'université aussi, y compris du côté des profs. Moi, j'ai reçu le soutien d'un certain nombre de profs sur cette initiative. Je vous écoute, et je vous écoute depuis longtemps, et je pense que, en fait, vous avez un problème d'identité. C'est-à-dire que, d'abord, on parlait de vos relations avec les Républicains. Nolo vous disait, est-ce que vous êtes de la famille et tout. Moi, je pense que pour les électeurs de droite, vous êtes quelqu'un de gauche, et pour les électeurs de gauche, vous êtes une bourgeoise. Donc déjà, ça pose un vrai problème. Vous êtes chez vous nulle part. Je pense que et depuis que je vous suis, c'est toujours la même chose. Et, en fait, les gens de droite vous détestent beaucoup plus que les gens de gauche. Il faut que vous le sachiez quand même. Je pense que vous le savez. Ceux de droite que vous fréquentez, j'en doute pas, monsieur Zemmour. Mais c'est une droite un peu particulière. La droite, vous savez, d'après les sondages, on en a parlé déjà avec Nolo, 80% des électeurs UMP, enfin républicains comme on dit aujourd'hui, sont très près de toutes les thèses que je défends. Donc ne dites pas les gens que je fréquente seulement. C'est pas 4 personnes, hein, c'est des dizaines de millions de gens. Je suis sûr que vous avez plein d'amis. Non, mais si c'est ça le problème. Vous êtes trop bonne.
Deuxièmement, après, vous chevauchez le cheval habituel de la modernité. Vous savez, j'entends ça depuis des décennies. Tout le monde est moderne. La République moderne des échevènements. Moi, très peu, parce que justement, il est daté. Mais c'est une moderne, oui, mais voilà, on est bien d'accord. En général, la modernité, le mot moderne, c'est il correspond à une époque. On est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être contemporain, qu'il ne faut pas voir le monde changer autour de soi. Oui, mais et l'accompagner quand on fait de la politique. Non, mais d'accord, mais vous secouez beaucoup de mythes. Par exemple, quand vous dites oui, c'est fini le salariat, le matin on sera salarié, puis après on sera indépendant. D'abord, si c'est ça, si c'est le retour au travail à la tâche, comme dans les livres de Steinbeck, moi je vous la laisse, votre modernité. Et deuxièmement, c'est un mythe. Aujourd'hui, il y a quand même 85% de salariés qui sont en CDI, contrairement à ce qu'on nous bassine. Et quel pourcentage de ceux qui trouvent un emploi qui trouvent en CDI? Mais parce qu'au départ, ils le trouvent en CDD. Mais vous êtes de mauvaise foi. Parce qu'on fait très peu de CDI. Vous êtes de mauvaise foi comme tous les gens de CDI. droite aujourd'hui. Il y a le stock c'est des CDI. Et oui, puis ça fait 80% le stock. Les nouveaux, c'est des CDD. Oui, mais les CDD, ils finissent par rentrer en CDI. Pas souvent. Mais bien sûr que si. Pas tous, ils sont 80% à rentrer en CDD. Mais finalement, ils agrègent au CDI. Vous avez beaucoup de Français qui enchaînent des CDD et de l'intérim. Et c'est une tendance du marché du travail. Mais je sais. Et l'auto-entrepreneuriat, d'ailleurs, est venu se brancher là-dessus. Mais c'est loin d'être le cas de tous. Vous avez des entreprises qui ne veulent plus embaucher en CDI. Mais sinon, le stock aurait fondu, Madame Kosciusko-Morizet. Votre stock de 85%, je vous parle des tendances du marché du travail. Je suis d'accord avec vous sur le fait que 85% des gens aujourd'hui qui travaillent sont en CDI. Mais le nouveau monde qui est en train d'émerger, c'est pas celui-là. Avec l'économie des plateformes, on peut dire que c'est bien, que c'est pas bien. Moi, je veux pas qu'on tombe dans la discussion morale. Mais avec l'économie des plateformes, viennent en fait une économie des indépendants. Tout le monde ne va pas être ubérisé, Madame. Il y a beaucoup de monde qui vont être ubérisés. Regardez les professions qui ne pensaient pas être ubérisées. J'en parlais l'autre jour avec le président des huissiers. Ils se disent qu'ils vont être ubérisés. Voilà, il n'y a pas de profession plus traditionnelle. Vous regardez ce qui se passe dans le milieu des avocats, avec les nouveaux sites Internet qui sont en train d'émerger. C'est-à-dire, vous regardez ce qui se passe dans le milieu de l'assurance. Ça, c'est de l'automédication. C'est ce que disait Monsieur Nolot, a relevé ça dans mon livre, et je le remercie parce que c'est un point auquel je tiens beaucoup. On a raté la grande vague automatisation. On a raté cette révolution industrielle de la robotisation. On l'a raté, on n'a pas bien investi, l'Allemagne a été bien meilleure. On a pensé qu'en n'investissant pas dans la robotisation, on allait protéger l'emploi. On n'a rien protégé du tout. On a perdu notre compétitivité. Il y a des pans entiers de notre industrie qui se sont effondrés. Aujourd'hui, on est devant une nouvelle vague. C'est celle de l'ubérisation. C'est celle de la numérisation. Elle n'attaque pas l'école bleue, elle attaque l'école blanc. Elle attaque d'une certaine manière la classe moyenne. Les gens qui ont un métier avec une part intellectuelle, mais pas très qualifiée. Éventuellement répétitive. Ce n'est pas seulement une question de qualification. Oui, une part intellectuelle répétitive, donc qui peut être prise en compte par ce qu'on appelle une learning machine, par exemple. Ceux-là peuvent être ubérisés. Mais vous savez quoi? C'est une grande part de la classe moyenne. Donc c'est un risque d'avoir une société qui se distend comme ça. Vous savez, la société, elle s'est déjà distendue avant, et je ne vous ai pas attendu pour la regarder. La société, elle s'est distendue parce qu'il y a des inégalités majeures depuis 20-30 ans, parce que la mondialisation a fabriqué... Mais ça, c'est nouveau. Oui. Et on a moyen, si on prend maintenant, d'en faire une chance plutôt qu'un inconvénient. En tout cas, si on ne le regarde pas, on est sûr de se retrouver avec la guerre partout, comme entre Uber et les taxis, et pas de solution pour personne. Il y a quelque chose qui m'amuse chez vous. Vous passez votre temps à dire que vous êtes donc moderne, que vous détestez les réactionnaires. J'utilise jamais ce mot-là, monsieur. Contemporaine, si vous préférez. Oui, je n'aime pas les réactionnaires. Bon, je suis assez anti-réac, de droite et de gauche d'ailleurs. Voilà, vous détestez les réactionnaires. Sauf que quand je vous lis, vous êtes pour le retour de la sélection à l'université, pour l'autorité dans l'État, pour l'assimilation. Je crois qu'il n'y avait plus que moi qui était pour l'assimilation. Donc là, je suis content d'avoir un soutien. Parce que vous savez ce que c'est que l'assimilation. C'est pas l'intégration et c'est encore moins l'inclusion, chère madame. Vous le savez. L'assimilation, ça veut dire devenir le même. Et ça, il n'y a plus personne qui désire ça. Plus réactionnaire que tout ce que je viens de dire, il n'y a pas. Très contestable. Non, moi je suis pour. Mais au moins. Le mot. Enfin, il y a une querelle, d'ailleurs, je le dis dans mon livre, il y a une querelle théologique sur les mots assimilation et intégration. C'est pas la même chose. Et il faut regarder précisément ce qu'on met derrière. L'assimilation, ça veut dire se retrouver sur l'essentiel. Ça veut dire se retrouver sur ce qui fait société. Ça ne veut pas dire devenir... Ça, c'est l'inclusion. Ça veut pas se retrouver sur et faire ça veut pas dire devenir les mêmes. C'est du pipeau, ça, madame. Mais attendez, rentrons dans le détail. L'assimilation, je sais ce que c'est, moi. Rentrons dans le détail. Moi, je suis pour une société de liberté, aussi bien sur les questions d'économie que sur les questions de société. Et troisième pilier, je considère que la liberté, ça se défend.
Et donc, ça m'amène à avoir des positions plutôt strictes sur les questions régaliennes, parce que je considère que la liberté, ça se défend. La plupart de mes concurrents sont, pour moi, d'un libéralisme unijambiste. Et ça, je trouve ça inquiétant, parce que je trouve ça assez chinois, c'est-à-dire que c'est chinois au sens de la société chinoise. C'est-à-dire qu'ils sont libéraux sur les questions économiques, et puis alors quand on vient en question de société, ils deviennent très conservateurs. Mais moi, penser qu'un chef d'entreprise sait ce qui est bon pour sa société, et que vous-même, particulier, ne sauriez pas ce qui est bon pour votre vie, je trouve ça... non, mais vous avez 1000 fois raison. En plus, vous êtes cohérente, puisque moi, je dis toujours aux gens de droite qu'ils ne comprennent pas que le marché qu'ils bénissent en matière économique a des conséquences sur les relations sociales et sur les relations, la famille, l'évolution du mariage pour tous, etc., etc. Donc tout ça a un lien, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Mais ne venez pas dire dans ce cas-là, ne venez pas dire que vous êtes pour l'assimilation. Vous êtes contre l'assimilation. L'assimilation, vous utilisez le même mot. Oui, non, mais ou alors vous ne comprenez pas ce que c'est. Reprenez, ou alors ne venez pas dire... Monsieur Zemmour, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on ne comprend pas. L'assimilation n'est pas forcément de la contrainte. L'assimilation, et c'est ce que j'écris précisément... Non, l'assimilation, et ce que j'écris précisément, pour moi, c'est l'idéal républicain. L'idéal républicain, c'est l'intégration. Non, l'idéal républicain, c'est la République, c'est l'assimilation. Seulement l'assimilation. Pour moi, l'idéal républicain, c'est l'assimilation. Mais l'assimilation, c'est pas comme Monsieur Zemmour le dit, d'être exactement comme Monsieur Zemmour le dit, comme 150 ans d'histoire de la République l'a fait. Là, en l'occurrence, c'était vous qui le disiez à l'instant, c'était pas 150 ans d'histoire de la République qui était sur le plateau. Je vais vous donner un exemple. Madame, je vais vous donner un exemple d'assimilation. On peut être d'accord. Non, je vais vous donner un exemple qui s'est fait pendant 2 siècles, que j'ai déjà donné à Nolo 10 fois. Ici, c'est très simple. Pendant 2 siècles, la République a imposé le choix des prénoms. Il fallait choisir le prénom de son enfant dans le calendrier, c'est-à-dire un prénom qu'on appelait français et qui était en fait chrétien. Les générations d'immigrés ont appliqué scrupuleusement cette règle d'assimilation républicaine. Depuis 30 ans, tout le monde a envoyé valser ça, et la loi... Et pas seulement les populations immigrées. Et les populations immigrées en premier, les populations populaires avec Kevin et compagnie, et la loi a reculé, la loi a renoncé. C'est breton. Mais... Bah si, c'est vrai. Alors là, pour le coup... N'en parlons pas de Kevin. Mais attendez, c'est scandaleux d'appeler son fils Kevin. C'est quoi votre problème? Et Eric, vous savez ce que c'est scandinave. Et alors? Vous portez un nom scandinave. Et en plus, vous êtes brun. Eh bien oui, alors. Justement, c'est la France. Quelque chose qui s'est passé. C'est ça la France, justement. Eh bien voilà, je vous dis pas autre chose. Non, justement. Mais vous n'avez pas compris ma question. Ça fait des décennies... Attendez, je crois que j'ai compris votre question et je vais y répondre si vous voulez. Ça fait la France s'honore d'avoir su accueillir et faire place à des générations successives, dans lesquelles vous avez trouvé les républicains espagnols, vous avez trouvé les immigrés italiens qui sont venus en très grand nombre. Ils sont repartis en très grand nombre aussi. Oui, il y en a quand même qui sont restés, M. Zemmour. 2 tiers, selon M. Milza, je vous apporterai les chiffres. Vous avez trouvé les juifs allemands et les juifs ashkénazes. Vous ne répondez pas à ma question. Les prénoms. Et ils sont tous venus. Et pour moi, ils se sont assimilés. Oui. Et ça n'empêche pas d'avoir des différences. Vous allez dans... Mais répondez à ma question sur les prénoms. Non, parce que ça, mais je viens de vous répondre. Ça, c'est parce que. Ça ne veut rien dire. Non, ça veut rien dire. L'assimilation, c'est les prénoms. Vous avez attaqué Kevin. Donc, il n'y a plus d'assimilation depuis 30 ans. C'est pas assimilé de s'appeler Kevin. C'est parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas que les familles musulmanes. Et donc, il n'y a pas que Mohamed. Donc, j'ai dit oui, il y a aussi Kevin. C'était une formule. Donc, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, c'était pas. Oui, une formule et une connerie. Parce que Kevin n'est pas associé. Alors, avançons un petit peu. Je voulais montrer simplement qu'il y a incompatibilité entre la conception libérale de la société de Mme Kosciusko-Morizet et en général, et l'assimilation. Monsieur Zemmour, je vais vous retourner l'argument. Je pense qu'il y a quelques siècles, il n'y a personne qui s'appelait Eric en France. Pourquoi? Parce que c'était un prénom scandinave. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est devenu un prénom français. Non, rien à voir. Non, mais 2 choses. C'était le calendrier, dans le calendrier depuis des siècles. Et un Saint-Éric? Bah oui, depuis des siècles. On vérifiera. On vérifiera. 2 choses. Pas connaissance, mais c'est possible. Oui, on ne parle pas de la même chose, mais j'ai voulu préciser. L'assimilation, selon Éric Zemmour, c'est l'oubli de soi-même, la dissolution. Non. Je donne un exemple personnel. Si, pour une raison quelconque, je venais à vivre dans un autre pays, il y a quelque chose de français qui resterait en moi. On ne peut pas être complètement dissous. Mais oui, je resterai français. Ah oui, je serais intégré. Je respecterai les règles, les lois du pays, mais je resterai français. Ce que tu prônes, c'est de la terreur. C'est que les gens doivent oublier ce qu'ils sont tout d'un coup. C'est ce qu'on a fait pendant des siècles. Moi, je suis pour l'intégration. C'est ce qu'elle a dit elle-même avec la République espagnole. Pour moi, l'assimilation, c'est pas ça. Pour moi, l'assimilation, c'est choisir une communauté nationale, adhérer aux valeurs de cette communauté nationale, en faire sa communauté nationale. Ça ne veut pas dire que vous êtes dissous. Mais personne m'a parlé, personne n'a voulu le dissoudre. Vous avez dit, il faut tous qu'on devienne les mêmes. Non, on n'est pas les mêmes. Assimilation, ça veut dire devenir les mêmes. On ne sera jamais les mêmes. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je préfère aussi. Juste une chose, ce que je regrette aussi dans ce livre, c'est que l'exigence programmatique
fait que il y a assez peu Mais c'est pas un livre-programme, monsieur Nolot. C'est-à-dire que je vois qu'on se mette d'accord. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut plus faire, etc. Bon. Non, il y a un ou deux chapitres qui parlent de mesures. Mais c'est un livre qui propose d'abord une vision de ce que doit être la politique, de ce que devient la société. C'est pas les 100 mesures, vous voyez, que font tous les candidats à la présidentielle et qui ne tiennent d'ailleurs jamais. Regardez François Hollande. Non, mais vous citez une phrase très profonde de Baudrillard. Moi, j'aimerais qu'il y en ait eu plus. Vous le citez. Il y a pas mal de citations. Nous sommes pris entre deux intégrismes, l'un populiste ou islamique et fondamentaliste, et l'autre libéral, élitaire, celui de l'universel et de la démocratie forcée. Et il veut un usage profane du sacré. Y a-t-il place entre les deux pour un usage profane de la liberté? Moi, j'aurais aimé en connaître plus plutôt que vos règlements de compte avec la gauche parisienne. En l'occurrence, il y a tout un chapitre sur cette question-là. Mais oui, j'aurais aimé plus, oui, sur ce chapitre-là. Il y aura peut-être un autre Non, mais pourquoi T'es masochiste. C'est un travail d'un an. Mais non, je trouve ça masochiste. Je trouve ça plus fondamental. Non, mais je trouve ça plus fondamental. Et je veux votre réponse. Vous pas aimer le livre, mais c'est pas Sisko Morizet. Je veux votre réponse. Y a-t-il place pour un usage profane de la liberté? Ah ben moi, je souhaite qu'il y ait place. Je me bats pour ça. C'est ça, d'ailleurs, c'est un des messages du livre. C'est un usage profane de la liberté. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, la négation des perspectives religieuses. Je parle beaucoup de religion. Je parle de la religion catholique. Je parle beaucoup de comment aussi travailler à un islam de France. Et je fais des propositions en la matière. Donc je ne nie pas l'existence du fait religieux qui est puissant dans notre société, qui revient avec force. Mais pour moi, la République, c'est l'usage profane de la liberté. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres choix par ailleurs. Vous confondez la République avec le libéralisme. La République, c'est la nation. Ce n'est pas la liberté des individus. La République et la nation, c'est un peu différent. Mais non, justement, j'ai une dernière, c'est ça que vous comprenez pas. J'ai une dernière toute petite question, on ne peut pas éviter d'en parler, la perpétuité réelle. Oui. Comment vous la définissez? Vous voyez, comment ça s'appliquerait? Je me suis opposée très tôt au projet d'échéance de nationalité, dont je trouve qu'il ne sert absolument à rien, si ce n'est à diviser les Français et la classe politique. Mais vous comprenez que ça fasse autant je trouve, bien sûr, autant je trouve qu'il y a une vraie question, qui est qu'est-ce qu'on fait quand ils sortent? Parce que le problème aujourd'hui de notre dispositif, c'est que quelqu'un qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc il y a écrit réclusion criminelle à perpétuité et vous dites que c'est perpétuité, sauf qu'en fait, c'est une période de sûreté, aujourd'hui de 22 ans, qui pourrait être portée à 30 ans, mais c'est une période de sûreté à l'issue de laquelle peuvent être prononcés des aménagements de peine. Je trouve qu'au regard des nouveaux visages du terrorisme, ça pose trois problèmes. Parce qu'ils sont trop jeunes? D'abord, ils sont de plus en plus jeunes. Un des terroristes du Stade de France, il avait 18 ans. Salah Abdeslam, il a 26 ans. Il y a une deuxième raison, c'est que c'est un terrorisme qui est dans la dissimulation, qui intègre dans son idéologie la dissimulation. Ils lui ont même donné un nom. Dans les années 80-90, ce n'était pas exactement la même logique. Alors vous me direz quel rapport? Le rapport, c'est que les aménagements de peine, ils se font notamment sur la base du comportement en prison. Et quand vous parlez avec tous ceux qui sont proches en milieu judiciaire ou carcéral, un comportement absolument... Un comportement parfait. Et donc, les aménagements de peine, ils en bénéficient. Et il y a un troisième problème, qui est qu'avec la médiatisation, et Daesh utilise de manière formidable les médias, de manière très manipulation incroyable, avec la médiatisation, ils deviennent des icônes, ils deviennent des référents dans un certain milieu. Et donc, au moment de leur potentielle sortie, ils ont un pouvoir de nuisance, en quelque sorte. Vous comprenez qu'on puisse vous répondre que c'est une mort lente, quoi. C'est comme une peine de mort lente. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis opposée à la peine de mort. J'ai vu que certains disaient mais il faut aller plus loin, il faut la peine. Non, moi, je suis opposée à la peine de mort. Il faut rétablir la peine de mort. Absolument pas. Moi, je suis opposée. Mais je suis opposée à la peine de mort. Et d'une certaine manière, je vous dis, pour moi, c'est une façon d'éviter la peine de mort. Parce que c'est vrai qu'il y a une demande forte vis-à-vis de l'horreur des crimes. Moi, je suis absolument opposée à la peine de mort. Mais je pense, en revanche, qu'il faut trouver une réponse sur la question de la sortie. Oui, plus adaptée. Je trouve que notre système actuel, avec une peine de sûreté, en l'occurrence de 22 ans, mais même si elle est portée à 30 ans, c'est problématique. Alors certains disent, on fait ce qu'on appelle la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, ça a été prévu pour les profils du type violeur, pédophile. C'est sur avis médical. Donc je trouve que ça n'est pas adapté aux problèmes que je soulève. Et par ailleurs, c'est un placement en milieu médico-judiciaire. On dirait que ce n'est pas très différent, sauf que vous voyez bien que ce n'est pas le même objet. Oui, absolument. Voilà. Très bien. Alors, vous restez encore quelques instants avec nous, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour la semaine politique de Tanguy Pastureau. Bonsoir Tanguy. Bonsoir messieurs. Messieurs, dames. Bonsoir messieurs, dames. Autant pour moi, je vous oubliais Valérie, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et bonsoir madame.
Voilà. Et maintenant que ces dames sont contentes, on y va. Cette semaine, Bruno Le Maire a rencontré, c'est incroyable, des jeunes qui le kiffent. Son charisme leur rappelant le héros de leur enfance, Bob l'éponge. Regardez, il y a ici 1, 2, au moins 8 post-ados qui, au lieu de s'exciter sur des photos de Kim Kardashian, suivent Bruno Le Maire. Les pauvres ne vont pas découvrir leur corps avant leurs 35 ans. Un mouvement a même été créé pour ces êtres perdus, les jeunes avec BLM, ce qui ne signifie pas biture-litron-mononucléose, comme le suggère leur âge, mais Bruno Le Maire. Enfin, mais quel gâchis. Cette semaine, on apprenait que François Hollande mesure ses pas et en fait 6000 par jour. Il doit penser qu'il va arriver plus vite en mai 2017 pour l'acquis. Alors, il y a quand même le dérèglement climatique, le chômage, les migrants. Lui, il compte ses pas. Je pense qu'au prochain attentat, il se met à la Zumba. Le jour de l'apocalypse, il fera du stretching. Cette semaine, Juppé, le père Fouras du centre droit, a enfilé, regardez, le pantalon le plus large du monde, entre le pas de def et le bas de pyjama. Si Christina Cordula d'M6 voit ça, elle va faire un AVC. Il a ramassé toutes les moumoutes de la salle. Le grand concurrent en fait de Juppé, ce n'est pas Bruno Le Maire, c'est la lingette Swiffer. Cette semaine, Hollande a vu Alain Chamfort, l'interprète de Manureva, une chanson sur un bateau qui a coulé, donc il pensait que ça parlait de son quinquennat. Pendant tout le concert, il a marché dans la fosse, il a compté, il a fait 6000 pas. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault est allé en Corée. Il a rencontré des prépubères qui ont mimé avec des gestes leur dernière relation sexuelle. Puis, ça a été le drame. À cause de son air larmoyant, un Coréen a pris Ayrault pour un cocker et l'a emmené au resto, pas dans la salle, dans la cuisine, où il a été préparé avec des haricots. Cette semaine, Christian Estrosi a suivi la police de Nice dans une ZEP. Regardez, c'est le nouveau Bernard de la Villardière. Là, il part à Pattaya pour un sujet sur la prostitution. Alors, Estrosi a pu voir en action Rex, le seul chien en chaussettes de pépé et soutien-gorge. Il a le style de Juppé s'il était devenu transgenre. Rex a trouvé un compteur EDF. Même de nos chiens, on fait des fonctionnaires. Cette semaine, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian, les frères Prozac, à eux deux, ils dégagent l'enthousiasme de la population de Pompéi au lendemain de l'éruption du Vésuve, ont rendu visite à la police à Roissy. Leur passage a bien sûr entraîné 14 tentatives de suicide avec leur arme de service par les policiers qui les ont croisés. Cette semaine, Nicolas Sarkozy, qui parcourt la France, tel le virus de la grippe, mais en plus pénible, a fait une escale dans un resto routier. C'est le premier rendez-vous en terre inconnue où il n'y a pas Frédéric Lopez. Il vit dans le 16e avec un top modèle et se retrouve chez Dédé à siffler du rouge en cubi. La primaire à droite est un enfer. Sarkozy a ensuite rencontré les 5 jeunes qui ne sont pas pour Bruno Le Maire. Donc il a fait un selfie avec une ado. C'est un vie ma vie de Jean-Luc Lahaye. Puis, parce qu'il n'a pas voulu se lever, 3 jeunes ont posé comme s'ils étaient en train de faire leurs besoins dans un fourré à côté de lui. La photo la moins esthétique de l'histoire. Cette semaine, on a réalisé qu'André Valigny, secrétaire d'État qui bosse avec Ayrault, le menu B12, là, était l'homme le plus rigide du monde. Regardez-le, voilà, né des amours entre un humain et un bâton de colle UU. Quand il va inaugurer sa statue au musée Grévin, ils vont le garder lui et lâcher la statue à l'arrêt du bus. Il s'est ensuite rendu à Dubaï. On n'a pas réussi à le plier, donc il a voyagé en soute avec les valises. Cette semaine, Xavier Bertrand a visité une usine de travail du bois et a eu un porte-revue à la con. C'est le seul type... C'est le seul type qui, toute l'année, a des cadeaux de fête des pères. Il a une vie atroce. S'il visite l'usine Panzani, ils vont lui faire un collier de nouilles. Cette semaine, la maire de Paris, Anne Hidalgo, réalisant qu'elle n'était pas au niveau, a passé la main à XB 647, un seule créature à être plus rigide qu'André Valigny. Alors XB 647 a 3 objectifs: détruire les véhicules diesel, exécuter les conducteurs et distribuer des cartes Vélib aux survivants. Cette semaine, Alain Juppé a confié ne pas s'aimer à poil. C'est un point commun que j'ai avec lui. Moi non plus, j'aimerais pas le voir à poil. Juppé habillé, donc on l'a vu, c'est compliqué. Juppé à poil, c'est pas possible. À moins de suivre sa campagne comme dans The Voice avec le fauteuil tourné, je vois pas comment on va faire. Cette semaine, Éric Nolot, dans VSD, déclare aimer Hélène Ségara, l'inspecteur d'Éric et Cyril Hanouna. Moi, je viens ici en me disant, la vache, Nolot, c'est du lourd, quoi. En truc bulgare, moi, je connais les yaourts, lui, il connaît les livres. Résultat, je me retrouve à bosser avec Tex. Enfin, je suis maudit. J'ai 2 places pour l'avant-première de Camping 3, tu viens? Je t'accompagne. Enfin, cette semaine, vous avez lancé, madame, votre danse de l'été.
La NKM danse. Alors, c'est comme le Zouk Love, sauf qu'on reste habillé. Regardez, donc, premier temps, on pointe l'index. Deuxième temps, on met les mains à plat. Troisième temps, on fait les oreilles de lapin. Donc, je répète, index, plat, lapin. Index, plat, lapin. Super. Et maintenant, je vous laisse. Je fais le tour du plateau parce que j'ai 6000 pas à faire. Vous m'excusez. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Vous avez souvent été moqué par les humoristes. Est-ce que ça vous fait rire ou ça vous gêne toujours un peu? En fait, non, je peux vous répondre franchement. Ça dépend. Ça dépend beaucoup, ouais. C'est-à-dire que ça... Qu'est-ce qui vous a blessé? Vous vous souvenez d'une vanne ou d'une photo, d'une moquerie qui vous a particulièrement atteint? Parfois, je me reconnais pas. Quand je me reconnais que c'est vraiment drôle, ça pose aucun problème. Bon, j'ai bien pas sur vous. Est-ce que parfois, je me reconnais pas. Ça m'arrive que je me reconnaisse pas du tout, même dans une caricature dessinée ou dans une voix, par exemple. On se souvient de vous dans le métro, par exemple, ça avait été très, très, très moqué. Est-ce que là, par exemple, c'était vous ou c'était pas vous? Il y a un truc qui m'a amusée récemment, c'est que cette expression que j'avais utilisée à propos du métro, moment de grâce, ils l'ont réutilisée aux États-Unis à propos, vous savez, de cette vidéo où on voit Bernie Sanders, qui est donc le candidat démocrate contre Hillary Clinton aux primaires, qui est en train de faire un discours, et il y a un oiseau, un petit oiseau qui vient se poser sur son pupitre, et il y a une espèce de... Il se passe quelque chose d'un peu suspendu, et j'ai vu que les commentateurs utilisaient beaucoup l'expression « moment de grâce ». Et ça m'a fait sourire. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que de temps en temps, vous en faites pas un petit peu trop, justement, pour qu'on vous moque derrière et ça fasse parler de vous? Ah non. Non, c'est pas votre... Si la question est est-ce que vous faites exprès, la réponse est non. Non, c'est vrai? Non, en revanche, jamais. Il m'est arrivé, je vais vous dire, je le raconte dans le bouquin d'ailleurs, il m'est arrivé parfois, juste en étant moi-même, de surprendre. Et notamment après la photo avec les SDF, il y avait des membres de mon équipe qui m'ont dit, écoute, nous on sait que t'es comme ça, mais les gens ils pourront jamais le croire. Et donc il faudrait que tu fasses un effort pour ressembler un petit peu plus à l'image qu'ils ont d'eux. Parce que sinon, et alors j'ai dit non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas l'effort pour ressembler à mes caricatures. C'est plus grave que je ne pensais. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous deux. Merci, mademoiselle. Zemmour et Nolo, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, surtout, restez zen et bonne soirée sur Paris Première.